Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Dans quelques mois, le pays devrait affronter un événement climatique, le redouté El Niño. Moins de pluie, pic de chaleur et beaucoup de vent, des conditions favorables à une éventuelle sécheresse. Aurons-nous une ressource en eau suffisante? Sommes-nous prêts à l'affronter? On en parle. 350 litres, c'est le nombre d'eau que consomme un habitant de Nouméa par jour, contre 160 en France. Une forte consommation d'eau potable, l'arrivée d'El Niño et un risque accru d'incendie. Quelles conséquences pour notre ressource en eau? Pearl Winchester, animatrice de la politique de l'eau partagée à la Davar, et Brunel Gass, présidente de l'association d'ABA Rivière Vivante, répondront à nos questions. Et puis, à la fin de cette émission, Chavi nous proposera un quiz sur l'eau. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet, pour que l'on comprenne bien votre rôle, Pearl Winchester, vous êtes animatrice de la politique de l'eau partagée à la Davar. C'est quoi exactement votre rôle et votre mission ? Alors, effectivement, je suis basée au service de l'eau de la Davar, donc c'est une direction du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et mon rôle, c'est qu'avec la politique de l'eau partagée qui avait été adoptée par le Congrès à l'unanimité en 2019, il y a des actions qui ont été listées dans ce plan d'action. Et donc mon rôle, c'est d'animer les différents acteurs, donc les provinces, le gouvernement, les communes, les associations, etc., qui œuvrent dans le domaine de l'eau pour faire converger, pour remettre en œuvre la politique de l'eau partagée. Donc le thème de l'eau, ça vous connaît ? Tout à fait. Et ce qui se passe aussi, c'est que je suis appuyée là, ces 3 dernières années avec le programme européen Protège, qui nous a financé beaucoup d'actions ces 3 dernières années. Alors, après 3 années consécutives de la Niña, ce phénomène climatique nous a apporté beaucoup de pluie. On subirait d'ici quelques mois le redouté El Niño. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet avec mes invités, je vous propose d'écouter Alexandre Pelletier, responsable de la division climatologie à Météo France NC. Alors, en Nouvelle-Calédonie, ce qu'il faut savoir, c'est que El Niño, c'est, on va dire, grosso modo, moins de pluie en Nouvelle-Calédonie, des pluies moins fréquentes et en quantité moindre, voilà. Et c'est surtout perceptible, on va dire, au sortir de la saison sèche, c'est-à-dire quand on rentre dans les mois de fin novembre, décembre, janvier, on s'attend à ce que d'habitude il y ait des pluies qui viennent du nord, de l'est, qui intéressent les loyautés et la Grande Terre. Et bien, quand on est en El Niño, ça a moins de chances, les pluies ont moins de chances d'arriver jusqu'à chez nous, et donc ça provoque, voilà, justement un risque de sécheresse accrue. Voilà. Et puis pour les températures, c'est moins évident. On va dire qu'aujourd'hui, le signal qu'on voit, c'est quand même celui lié au changement climatique. C'est ça qui prédomine. Donc, sans trop se mouiller, on peut dire que voilà, on est quand même sur une tendance à la hausse des températures. Mais si en plus El Niño venait à arriver, voilà, eh ben, dans ce cas-là, on irait au-devant de conséquences en termes de sécheresse. Elle a des propos recueillis par Vanessa Kofi-Kédé. Brunel Gass, il faut attendre quelques mois pour être sûr que l'on sera vraiment touché par El Niño, mais il semblerait que l'on tend vers ça. On parle de sécheresse accrue, ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. On sait bien, on voit bien dans notre quotidien les conséquences d'une sécheresse en regardant juste autour de nous sur la chaleur, sur l'air qui est donc moins humide que d'habitude. Et on le voit quand on regarde nos plantes qui vont souffrir et qui vont avoir plus de mal à se développer, voire à pousser tout court. Par Winchester, je le disais, un habitant de Nouméa consomme par jour environ 350 litres d'eau contre 160 en France. On consomme beaucoup trop d'eau ou les habitants de France sont excessivement économes ? Alors, un peu des deux. Effectivement, en métropole, ils sont plutôt économes par rapport au monde. Nous, on est quand même dans la fourchette haute en Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres pays du monde. Clairement, on utilise beaucoup d'eau. Et donc là, on parle de 350 litres par jour à Nouméa et Païta. Par personne. Mais en dehors du Grand Nouméa, on peut aller jusqu'à 690, par exemple, à Boulou-Paris, voire beaucoup plus dans d'autres communes du Nord. Comment vous expliquez ces chiffres ?
Eh bien, on sait qu'il y a pas mal de fuites sur les réseaux et après compteurs chez les gens, des fuites qui ne sont pas du tout réparées. Et donc, dès qu'il y a une petite fuite, même un petit robinet qui fuit ou un toilette qui coule, eh bien, c'est tout de suite des litres et des litres qui sont inutilisés. Donc c'est une première raison. Après, on sait aussi que les gens n'ont pas forcément l'habitude de fermer l'eau. On ne paye pas forcément l'eau aussi. La facturation de l'eau en Nouvelle-Calédonie n'est pas très élevée par rapport à ailleurs dans le monde. Et donc ça n'incite pas forcément les gens non plus à faire attention, fermer le robinet, faire attention à l'eau. On n'est pas sensibilisé aux problèmes environnementaux? Sûrement pas assez encore en Nouvelle-Calédonie. Nous avons demandé aux Nouméens s'ils savaient d'où venait l'eau de leur robinet. Écoutez. Est-ce que vous savez d'où vient votre eau du robinet? Pas du tout. Il me semble que l'eau de Nouméa qu'on boit au robinet, elle passe par les gros tuyaux qu'on voit au bord de la route quand on monte direction Tontouta. Et au Mont d'Or, je crois que ça vient de la source qui est à Ploum. Je crois que c'est ça. Écoutez, je pense que ça devrait venir du Mont d'Or, non? Vous avez une source par là? J'espère que c'est cette source qui nous alimente plutôt que des barrages. Elle n'est pas d'ici, elle. Et la réponse, c'est quoi? Elle vient d'où notre eau de Nouméa? Tu veux répondre, Brunel? En grande partie de Dumbéa, Ouais. et puis aussi partiellement de Tontouta. Donc on sait qu'elle fournit 8 millions de mètres cubes par an au Nouméa et 2 millions de mètres cubes à la commune de Dumbéa. Bounelgas, justement, est-ce que ça vous étonne que les gens ne savent pas d'où vient leur eau? Ça me désole plutôt. Bon, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais je pense effectivement, comme le disait Pearl Winchester, qu'on a quand même un problème concernant la connaissance et le sujet de l'eau qui devrait être abordé beaucoup plus fréquemment dès l'école. C'est un enjeu vital. Hein. Sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. C'est ce qui a permis l'apparition de la vie sur la planète Terre. Donc l'eau, ça devrait vraiment être quelque chose de central. Et on doit être conscient d'où provient notre eau et de comment est-ce qu'on doit la consommer de la façon la plus adéquate. Et justement, avec votre association, il y a peut-être une sensibilisation chez les plus jeunes? Oui, alors pour l'instant c'est en projet au niveau pédagogique. Là ce qu'on fait c'est que nous avons des services civiques et puis parfois renforcés par des jobs d'été et des pépiques qui sillonnent le parc, qui sont essentiellement dans le parc de la Dumbéa et qui vont discuter avec les usagers sur l'environnement, la façon de le préserver et qui parlent aussi de la ressource en eau. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, Pearl Winchester, pardon, est-ce que l'on sait aujourd'hui comment se porte notre ressource en eau? Alors, globalement, en Calédonie, on a de la chance. C'est que l'eau, entre le moment où elle tombe sur la montagne et qu'elle arrive à la mer, il se passe très peu de jours, parce qu'on est quand même sur des petites îles. Donc, elle n'a pas forcément le temps de beaucoup se polluer, etc. Par contre, avec nos bassins versants, donc c'est les zones qui sont au-dessus, par exemple, des captages, entre les feux, les espèces envahissantes, donc les cerfs, les cochons qui détruisent les forêts, et puis la mine sur certaines des communes, eh bien, on a notre qualité d'eau quand même qui diminue. On sait qu'en Brousse, il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques d'eau rouge, ce qu'on appelle les eaux rouges après les pluies, quoi. Il y a beaucoup de matière en suspension dans l'eau, et donc elle n'est pas bonne à boire à ce moment-là. Aussi en Nouvelle-Calédonie, avant que l'eau elle arrive au robinet, normalement elle doit être traitée pour devenir potable. Ouais. Et en fait, sur tous les captages d'eau qui sont utilisés en Calédonie, il y en a un tiers qui n'ont pas du tout de traitement pour devenir potable. Pour enchérir sur ce que dit Pearl, en fait, quand l'eau de la pluie tombe, normalement, si on est avec une forêt qui est en bon état, l'eau va être ralentie dans sa chute par les feuilles et va tomber ensuite au pied des arbres où elle va être en grande partie absorbée par la terre. Et puis, il y a une partie qui va dévaler, qui va se retrouver dans la rivière. Donc, la rivière n'est pas censée augmenter de façon vraiment très exponentielle, ni se charger de boue et de terre. Mais si on n'a plus ces arbres-là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que l'eau tombe avec une certaine brutalité et elle va emporter de l'eau, voire de la terre, voire des graviers ou des énormes blocs de roches, hein, si on est sur les flancs des falaises. Et tout ça va se déverser dans la rivière, qui va donc monter très vite, qui va être chargée de boue et qui peut même transporter des graviers tout le long, bloquer les buses et venir aussi engraver les barrages. C'est ça qui explique beaucoup de choses, notamment quand on a des inondations ou des crues qui sont très, très subites. Mais quand on se balade un peu du côté du parc de la rivière de Dumbéa, c'est assez vert. C'est un signe de bonne santé, non ?
Alors oui, il y avait, Non on avait rêvé. Quand on survole jusqu'au nord, on voit que au-dessus de la forêt, il y a de la forêt et c'est assez vert. Après, sur Doumbéa, en l'occurrence, au-dessus du barrage de Doumbéa, qui est notre ressource principale à Nouméa, il y a eu quand même des gros feux ces dernières années qui ont quand même mis à mal la forêt et qui font qu'aujourd'hui, non, il y a l'état du bassin versant, donc ce qu'on appelle le bassin versant, c'est vraiment la zone au-dessus du barrage de Doumbéa, par exemple. La forêt n'est pas du tout en bon état, non. Quand vous regardez avec le détail, avec des jumelles, vous allez voir que la forêt n'est pas aussi dense qu'elle devrait l'être, qu'on n'a pas de biodiversité très importante comme c'est le cas dans une bonne forêt. Là, on va avoir quand même des gaillacs, des espèces qui sont des espèces envahissantes, des faux mimosas, et qui ne sont pas les espèces adéquates pour le sol, pour qu'elles se développent de façon bonne. Et le sol est souvent assez à nu. Et puis, si on repart en arrière, si on se rappelle la forêt qu'on voyait quand on avait 10 ans et celle qu'on voit aujourd'hui, sur tout l'ensemble de la Calédonie, y compris sur des zones importantes comme la montagne des Sources, ça a beaucoup évolué et plutôt négatif. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure d'espèces menaçantes, avec par exemple les cerfs et les cochons. En quoi ils impactent la forêt ? En fait, les cerfs et les cochons, ils ont tendance à manger toutes les jeunes pousses, les nouveaux arbres en fait qui sont sous la forêt. Et donc, même si on a l'impression, vu d'au-dessus, par exemple, comme tu disais, quand on survole, on a l'impression que la forêt est en bon état, parce que les grands arbres sont encore là. Par contre, quand on se balade à pied en dessous, on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus du tout de nouveaux arbres, de nouvelles pousses. Et donc, quand les grands arbres vont tomber, eh bien, il n'y aura plus du tout de forêt. Donc... non, les cerfs et les cochons sauvages vraiment détruisent par en dessous tout le sous-bois. Et c'est ce sous-bois qui sert d'humus, qui sert qui conserve l'eau dans les racines. Et donc, on perd complètement l'humidité du sol à cause des cerfs et des cochons. D'où l'importance de la régulation des cerfs, tout à fait. Des cerfs et des cochons. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment se portent nos forêts ? Eh bien, alors c'est quelque chose qui est assez difficile à quantifier parce que bon, la Grande Terre est quand même assez grande. Comme je disais, quand on survole avec par exemple un drone ou un avion, on a l'impression que la forêt est en bon état. Le seul moyen de savoir si en dessous ça va bien aussi, c'est d'aller à pied. Et donc là, ça demande quand même beaucoup de ressources, souvent des ressources de gens qui habitent à côté. Donc il y a eu des travaux et des méthodes qui ont essayé d'être mises en place les années passées, notamment avec Conservation Internationale, pour essayer de trouver de travailler avec les tribus et les populations locales pour faire des suivis de la forêt en marchant par équipe, en prenant des photos à intervalles réguliers et pour pouvoir comparer justement d'une année sur l'autre ces zones qui ont été prises en photo. Donc c'est quelque chose qui se met doucement en place, mais on n'a pas encore suffisamment de recul. En tous les cas, je sais que toutes les études qui ont été faites pour l'instant, soit par Conservation Internationale, soit par le WWF, montrent qu'on a des forêts qui sont dégradées, soit par les mines, soit par le feu, soit par les espèces envahissantes. C'est très clair. Et on a tous les travaux de l'œil aussi, l'Observatoire environnement qui nous montre, qui ont fait un énorme travail sur les incendies en Nouvelle-Calédonie et qui montre qu'on a des incendies qui sont plus fréquents et de plus grandes ampleurs au fil des années et de façon vraiment régulière. En sachant bien sûr qu'une parcelle de forêt qui a brûlé, c'est une parcelle de forêt qui rebrûlera beaucoup plus facilement puisqu'elle est déjà appauvrie dans sa ressource en eau, donc elle bloque plus difficilement un incendie. Alors quand on voit des zones où ça a brûlé, on voit quand même de la végétation. Ça ne veut pas dire que là on reprend, la terre elle reprend un peu vigueur, quoi. Elle revient en bonne santé. Alors c'est vrai que là où ça a brûlé, souvent les espèces qui reviennent, elles sont pas les mêmes capacités de récupérer l'humidité que les espèces de la forêt primaire. Donc déjà il y aura forcément moins d'humidité qui sera conservée. Et c'est vrai que même si on a l'impression que c'est vert, c'est pas du tout les bonnes espèces pour conserver l'eau derrière. Et une forêt, ça ne se fait pas en 5 ans ou en 10 ans. Une forêt, c'est sur des centaines, voire des milliers d'années. Et justement, avec l'association des personnes du service civique, va à la rencontre des baigneurs de la rivière. Est-ce qu'ils ont l'impression que les gens ont conscience de ce qui les entoure, de l'importance de conserver l'environnement ? Alors c'est très variable. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui viennent au parc de la Doumbéa, qui considèrent plutôt comme la rivière, parce que pour l'instant, dans la pensée des gens, ce n'est pas encore un parc,
ils y viennent parce qu'ils adorent la rivière et parce qu'ils trouvent le lieu très beau. Donc Oui. dans tous les cas, on a un appel qui est fort, celui de la nature. Maintenant, sur vraiment les conséquences de leurs actes, par exemple de ramasser des branches pour faire un petit feu parce que ça fait plaisir de faire un feu, ça va avec le pique-nique, ça va avec le moment familial, ils n'ont pas conscience que prendre les branches déjà au sol, c'est appauvrir finalement le sol et enlever de la nourriture aux arbres. Et ils n'ont pas conscience non plus que le feu qu'ils vont faire peut leur échapper. L'homme est persuadé depuis la préhistoire qu'il maîtrise le feu. Et en l'occurrence, on dirait que c'est l'élément qui a permis l'évolution de l'homme qui risque d'être à la base de son déclin, quoi. Ça serait dommage, mais pour l'instant, ça y ressemble. Hein. La gestion de la chaleur sur la planète Terre nous fait du mal. Et ce serait quoi la solution? Peut-être comme la rivière bleue ou c'est, Sur le parc? Oui. Oui, sur le parc. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les gens aient conscience et réalisent qu'ils rentrent dans un espace qui est sanctuarisé. C'est pour ça que c'est un parc provincial, parce qu'on a de l'endémicité et même de la micro-endémicité qui est très spécifique au parc, avec beaucoup d'espèces, de faune, de flore, d'insectes, de poissons. Hein. C'est la rivière la plus riche en poissons de toute la Calédonie, même si on a l'impression de voir toujours les trois mêmes espèces, mais il faut s'attarder un peu plus, c'est ça. Et surtout, on fait partie de la montagne des sources, donc on a une ressource en eau qui est importante. Donc on aimerait, idéalement, qu'on puisse avoir une vraie entrée dans un parc avec probablement une guérite et une personne, puisque les panneaux ne parlent à personne et ne sont pas interactifs, mais une personne qui puisse être là pour mettre en valeur le parc et expliquer qu'il y a des usages vraiment à respecter. Après, moi, pour aller plus loin, si on sort effectivement juste de Dimbéa et qu'on va sur toute la Grande Terre, ce qu'il faut effectivement se dire, c'est que vraiment, il y a un lien entre la forêt et derrière notre eau qu'on va boire au robinet, quoi. Si notre forêt est en bon état, notre eau, déjà, on en aura plus et il y a plus de chances qu'elle soit de bonne qualité. Là, clairement, en première partie, on avait parlé de la consommation. On consomme déjà beaucoup trop d'eau avec une ressource qui est déjà affaiblie. Mais avec l'arrivée d'El Niño, c'est vraiment très problématique. On se souvient peut-être de la dernière sécheresse qui date de 2019 où il y avait eu des rationnements en brousse. C'est vrai qu'à Nouméa, on ne s'en rend pas compte parce qu'avec le barrage de Dimbéa et avec le grand tuyau, on réussit à avoir entre la Tontouta et la Débéa assez d'eau pour les Nouméens et le grand Nouméa. Mais c'est vrai que dès qu'on part en brousse, les gens ils ont été rationnés. Donc ça va nous réarriver, c'est sûr, si on a une sécheresse. Ouais. Parce que plus il fait sec, plus on a tendance à arroser le jardin, parce qu'on a des petites plantes qui sont en souffrance. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on consomme plus alors qu'il fait plus sec. C'est vrai qu'en 1994 et 2019, ce sont les mois de novembre les plus secs jamais observés depuis 45 ans. Le feu, on en a déjà parlé, mais c'est la principale menace de nos forêts. Je vous propose de réécouter Alexandre Pelletier, responsable de la division climatologie à Météo France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions météo vont être défavorables à la lutte contre les incendies pendant cette période où on peut le voir, hein, quand il fait chaud, qu'il fait sec, qu'il y a du vent, quand on étend son linge dehors, il sèche très vite. Et c'est pareil pour les végétaux pendant cette période de l'année. Hein, pendant la saison sèche, ça sèche rapidement. Le couvert végétal, on va dire les herbes par exemple, hein, ça c'est un combustible pour les feux de forêt. Et avec ces conditions-là, ça peut freiner, vraiment entraver le travail des sapeurs-pompiers. Donc voilà, c'est surtout ça on va dire qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'avec ces épisodes de La Niña, ça a provoqué, on voit le paysage calédonien est très vert, eh bien il peut rapidement devenir très marron foncé, hein, si on n'y prête pas attention. Donc c'est plutôt un risque, on va dire, à bien avoir en tête quand on va arriver pendant l'hiver qui arrive. Donc là, il nous interpelle clairement sur un risque très élevé d'incendie. Une réaction, peut-être? De toute façon, la réaction sur l'incendie, c'est vrai que le feu, il ne se met pas tout seul. Et 99,9% du temps, c'est une allumette, une cigarette. C'est un être humain derrière qui a lancé le feu. Donc, à part d'être hyper vigilant avec le feu, soit pour un pique-nique, soit un mégot jeté par la fenêtre... Et voilà,
Et on ne peut pas faire autrement que de dire ne pas faire de feu. Le levier principal, c'est de sensibiliser les gens, en fait, parce que c'est de là que ça vient. Hein. La foudre, c'est presque une légende, en fait, hein, tellement c'est rare. C'est vraiment le comportement humain, et qu'il s'agisse des gens qui font un barbecue, de ceux qui font de l'écobuage, ne pas partir confiant en se disant je vais gérer mon feu. Il faut déjà savoir quelles sont les périodes propices où on a le droit de faire un feu. Et puis si on fait un feu, on prend toutes les précautions qui sont autour, parce qu'un feu qui a démarré, dès qu'il y a un petit peu de vent, et comme le disait M. Pelletier, si les conditions sont idéales pour que le feu se propage, il ira très vite. Oui, le feu va plus vite que nous. Ouais. Mais là, c'est un sujet qui revient chaque année. Bon, les 3 dernières années, avec la Niña, il y a eu pas avoir un ou voire quasiment pas de feu. Mais pourquoi on n'arrive pas à... Ce sujet-là, il revient toujours, et le sujet du feu, il revient à chaque fois sur la table, on n'arrive pas à le régler. Après, je sais que la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, a quand même travaillé sur ces aspects-là, et se rend bien compte que un feu, pour le maîtriser, il faut qu'on le prenne très tôt, très vite, tant qu'il est petit, parce que dès qu'il est gros, on n'a plus les moyens en Nouvelle-Calédonie, humains ou logistiques, avec des bombardiers d'eau et autres. On n'a pas ça pour réussir à le résoudre. Et donc, je sais que la DSCGR est en train de travailler pour justement essayer de former des associations, les populations locales, pour être des guetteurs de feu, pour vraiment, au plus près, dès qu'on commence à voir une fumée, pas encore les flammes, tout de suite on appelle, tout de suite on localise le bon endroit, et tout de suite les pompiers interviennent tant que c'est encore gérable avec un camion. Ça, c'est l'objectif. Parce qu'en 2005, quand il y avait eu l'important incendie à la montagne des Sources, les hélicoptères avaient mis du temps à arriver sur place parce qu'il n'y avait pas d'habitation, je suppose. Aujourd'hui, ça a changé, les mentalités ont changé. Réagir dès le départ, c'est devenu... C'est une volonté, en tout cas. Ouais, il faudra voir sur la pratique. C'est une réelle volonté. Et suite à l'incendie de la montagne des Sources, le WWF, qui avait beaucoup alerté, qui avait fait beaucoup de battage médiatique à ce moment-là, et qui était venu sur place, sur les lieux de l'incendie, de façon bénévole, et en disant qu'ils prenaient leurs responsabilités en cas de problème, parce qu'on est sur un incendie, on a vite des risques pour la santé qui sont importants. Depuis, le WWF a donc fait des démarches dont parlait Pearl, qui est d'agréer des associations pour pouvoir être des supports pour les pompiers. Donc pour l'instant, il y a 2 associations qui sont en cours d'agrément, qui sont Red Ground à la Coulée et Dumbéa Rivière Vivante. Et nous espérons avoir beaucoup de volontaires et de bénévoles pour participer. Le but n'est pas de se mettre en danger, mais d'être vraiment les premiers yeux, en tout cas sur place, des pompiers, et éventuellement les premières petites mains. Oui, le soutien. On arrive au terme de cette émission, ça va très vite. Ce que l'on doit retenir ce soir, c'est qu'aujourd'hui, déjà, nous consommons déjà beaucoup trop d'eau. Il y a un risque d'entrer dans une période de sécheresse. Il faut réduire notre consommation, fermer l'eau et faire attention au feu. Et planter. Il faut absolument planter. Aujourd'hui, pour limiter le réchauffement climatique, outre la réduction de nos dépenses énergétiques, ça va vraiment être de planter. On n'a pas d'autre choix, en fait, pour lutter contre le réchauffement et pour retenir l'eau un maximum. On n'aura pas d'eau sans les arbres, et vice-versa. Il faut qu'on travaille avec la forêt. Voilà, c'est en tout cas un message fort que l'on passe ce soir. Avant de se quitter, nous allons jouer avec Chavi et son quiz. Bonsoir Chavi. Bonsoir Falaï, ça va? Ça va. Oui, bonsoir aussi à vos invités. Bonsoir. Et tu nous proposes quoi ce soir? Un petit peu de légèreté, on va parler de l'eau évidemment, mais voir comment on pourrait en économiser par exemple, parce qu'on sait que donc, un Calédonien c'est 350 litres d'eau, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pensez... est-ce que vous pensez qu'il y a un mammifère qui n'en consomme pas du tout d'eau? Question intéressante, on va la voir à s'afficher à l'écran. Parmi ces mammifères, lequel ne boit jamais? Est-ce qu'il s'agit du dromadaire, qui est connu pour pouvoir faire des grandes traversées du désert? Est-ce que c'est le kangourou, qui lui aussi vit dans un pays aride? Ou est-ce qu'au contraire, ce serait le paresseux, qui a la flemme de boire? Ça pourrait être le paresseux. Moi, je dirais le kangourou. Tu pars sur le kangourou, Falaï? Ouais. Qui n'a pas vu les questions? J'ai pas vu. Non, donc ni les je réponses, joue. Vraiment. Je vote pas pour le dromadaire, donc j'aurais dit effectivement aller le kangourou. Ouais, kangourou, ouais.
Je dirais le paresseux, peut-être qu'il trouve c'est sa la bonne réserve réponse, bravo, dans les plantes. Dumber, rivière vivante, c'est la bonne réponse. Ça sera donc, voilà, exactement, que dans la nourriture, c'est-à-dire dans les plantes qu'il mange, dans les fruits qu'il mange, et c'est là qu'il trouve son eau. Il faut dire qu'il consomme pas trop d'énergie, hein, le copain. Il se fait des réserves tranquillement, quoi. On Je sais pas continue. pourquoi j'avais le dauphin en tête. Pas du tout. C'est vrai, je peux parler des animaux marins, mais ils boivent beaucoup, en fait. Ils boivent constamment, en fait, les animaux marins. Lequel parmi ces fruits contient le plus d'eau ? Ça peut être une solution pour commencer à faire comme le paresseux, justement. Alors, est-ce qu'on est sur le concombre ? Est-ce qu'on est à réponse B, la pastèque ? Ou la réponse C, la fraise ? Je dirais la pastèque. C'est beaucoup plus volumineux. Oui, et puis quand on la croque, c'est vrai qu'on a une sensation de... Ouais, spontanément pastèque, à défaut concombre. Mais... Pastèque pour tout le monde ? Ouais. Ah, vous auriez eu la bonne réponse. Ouais, C'était le concombre. Le merci. concombre avec 96% d'eau, quand même. Voilà. Concombre qui est un fruit. La pastèque, elle arrive en deuxième position avec 91% d'eau. Et la fraise, qui suit juste la pastèque avec 90% d'eau. J'aurais pas cru la fraise. C'est vrai que quand on la croque, elle a l'air consistante. Et... Mais bon, voilà, ce sera la fraise. On continue, ça va ? Vas-y. Oui, pour l'instant, il n'y a que vous qui gagnez. Ouais. Où se trouve la plus grande partie d'eau douce sur Terre ? Alors, il s'agit d'un lac, évidemment. Plusieurs propositions. Est-ce que c'est notre lac de Yaté ? Ah ouais, ça se peut. Est-ce qu'il s'agit du lac Titicaca, qui se trouve en Amérique du Sud, ou est-ce qu'il s'agit du lac Baïkal, qui se trouve en Sibérie ? J'aurais dit Baïkal. Eau douce. Eau douce. Allez, Titicaca. Une étendue d'eau douce incroyable, tout potable. Titicaca, Baïkal. Baïkal. Et Baïkal, bonne réponse, félicitations, mesdames. Il On voit très s'agit... bien que je triche pas. Là. Non, là, t'as pas triché. C'est 23 milliards de mètres cubes d'eau qui appartiennent aux Russes. Voilà. Le lac Titicaca, lui, c'est l'étendue d'eau navigable la plus haute au niveau altitude, qui se trouve donc du côté du Pérou. On continue avec Et la dernière question, rapidement. Attention, où s'organise la plus grosse bataille d'eau du monde pour faire grincer des dents ceux qui veulent économiser l'eau. Est-ce qu'il s'agit de nos amis pas au Qatar, qui sont tout dans la démesure, les États-Unis? Réponse A. Est-ce qu'il s'agit de la Thaïlande, qui sont pas si loin de chez nous, ou est-ce qu'il s'agit du peuple Qatar aussi démesuré? Moi, je dirais les États-Unis. Hein. Les États-Unis pour la démesure. Ouais, Qatar, allez. Qatar. États-Unis. Et ce sont nos amis thaïlandais, personne bravo, qui font la fête de l'eau et qui s'appelle le festival de Songkran. Eh ben merci Chavi. Merci à vous. Merci pour ce quiz. J'ai 0 et je pense que c'est Brunel qui a remporté. Ouais, j'ai pas triché là, on le voit, c'est sûr. Mais on se retrouve pour un prochain numéro. Et puis merci Pearl Winchester et Brunel Gaz d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci Falaï.